Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire appel à projet qu'on organise avec tous les pôles franciliens et il sera animé par la région Île-de-France pour présenter deux appels à projet qui sont les grands lieux d'innovation et Sésame filière. On va être accompagné durant toute cette session-là par Magdalena Cotier et Lucas Verdon de la région Île-de-France. Denisa Dupas du pôle Next Move vous présentera le processus, un rappel sur l'accompagnement des pôles et le processus de labellisation des projets. On terminera avec une session questions-réponses. Vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet consacré aux questions à droite en bas de votre écran. Pour tout échange entre participants, vous pouvez utiliser le chat directement. Quelques petits rappels sur les slides. Vous avez la possibilité de les télécharger librement jusqu'à la fin de la session et vous recevrez également un lien pour le replay après la fin de ce webinaire. Donc, je suis Soumaya Rouane et je travaille chez le pôle systématique. Je suis coordinatrice de l'enjeu transformation numérique de l'industrie et services. Donc, j'invite Lucas et Magdalena à ouvrir leur micro pour démarrer et je vous laisse la main. Super, merci Soumaya. Peut-être pour se présenter très rapidement, donc on est tous les deux de la région Île-de-France. Moi, Lucas Herdan, je suis plutôt dans le gros pôle, entre guillemets, qui s'occupe des entreprises, de l'emploi et de l'innovation. Et je suis sur tous les sujets lieux d'innovation dont on va parler aujourd'hui. Magdalena, si tu veux te présenter aussi. Oui, merci Lucas pour l'introduction. Bonjour à toutes et tous. Donc Magdalena Coutier, moi je suis chargée de mission à la région, mais au sein du service recherche, innovation, culture scientifique, et je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est appel à projet, équipement scientifique et plateforme, au sein du pôle Trésor. Super, donc l'idée pour nous aujourd'hui, on remercie les 7 pôles de compétitivité, c'était de pouvoir vous présenter les nouvelles vagues de 2 appels à projets un peu phares pour la région Île-de-France, qui sont menés en partenariat avec l'État, avec BPI et la préfecture. On va vous représenter tout ça, et donc qui s'appelle Grand Lieu d'innovation et Sésame filière. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu le contexte de ces appels à projets, les objectifs, le type de projet qu'on attend, et puis après aussi tous les volets plutôt, qu'est-ce qu'on peut obtenir à travers ces appels à projets en termes de soutien financier, de visibilité, et donc du coup comment être éligible, ou en tout cas quels projets le seront. Donc sur ces 2 appels à projets, l'idée sur Sésame filière France 2030 et Grand Lieu d'innovation France 2030, c'est d'avoir 2 appels à projets complémentaires. Sésame peut être un peu plus en amont que Grand Lieu d'innovation, et on y reviendra, et qui s'inscrivent tous les deux en fait dans une stratégie plus large, dans le plan France 2030 qui a été mis en place par l'État. L'idée de ces 2 appels à projets, c'est que c'est des déclinaisons à l'échelle régionale des grands enjeux qui sont ciblés dans France 2030. Et donc, du coup, l'appel à projet Sésame filière comme l'appel à projet Grand Lieu d'innovation, ils s'inscrivent dans les objectifs stratégiques de France 2030, mais aussi dans nos objectifs stratégiques régionaux. Donc, nous, on a un SRDE2I et un SRE-SRI. C'est le nom un peu barbare de nos schémas directeurs, de nos stratégies régionales. Une stratégie sur la recherche et l'innovation et une stratégie sur le développement économique et l'innovation, pour résumer. L'idée du coup de ces 2 appels à projets pour nous, c'est vraiment de venir soutenir le développement, la structuration et la compétitivité de nos filières stratégiques pour créer en fait des écosystèmes compétitifs en région et à l'échelle nationale. Pourquoi cette alliance France 2030 région? C'est pour répondre à nos objectifs communs et donc du coup, ça s'inscrit dans un partage et un portage conjoint. Donc l'État et la région vont mettre autant d'argent l'un et l'autre, vont soutenir la visibilité des projets. Côté État et côté région, du coup, on va s'appuyer aussi sur BPI France, qui va être un peu l'opérateur de ces appels à projets. Donc, c'est BPI France qui va faire notamment toute l'analyse financière des dossiers présentés et aussi tout ce qui va être le portage administratif via la contractualisation, la signature de conventions, etc. Ces appels à projets, je vous le disais en introduction, ils sont ouverts sous forme de vagues, c'est-à-dire qu'ils existent depuis quelques années. En fait, on ouvre 1 à 2 vagues par an. Et donc là, on vous présente ces appels à projets-là dans le cadre justement de l'ouverture d'une nouvelle vague. Grand Lieu d'innovation, cette vague sera clôturée le 13 mai 2025 et Sésame filière le 29 avril 2025. Donc là, on a une bonne période pour vous présenter un peu ces appels à projets et que vous puissiez avoir le temps de déposer une candidature. L'objectif, du coup, je vous le disais, c'est pour nous renforcer la compétitivité de nos filières stratégiques.
C'est montrer qu'il y a des lieux, des équipements, des projets qui peuvent justement structurer ces filières-là et les outiller. Et donc derrière, pour nous, c'est des choses très concrètes. C'est un effet d'entraînement sur le territoire, donc du coup de la création de valeur, de partenariats, d'emplois. L'important pour ces projets-là, et on l'a dit, c'est qu'on a un cofinancement État-région. Donc l'enjeu également, ça va être de pouvoir démontrer un modèle économique sur les projets Sésame ou sur les projets Grand Lieu. C'est très important pour nous, puisque finalement, la subvention Sésame ou le soutien financier Grand Lieu, ils viennent pour l'amorçage d'un projet qui doit être rentable, ou en tout cas avoir son autonomie financière sur le moyen long terme. Donc ça sera un critère cardinal pour nous, tout au long de l'analyse des projets, c'est vraiment que ces projets-là, quand bien même ils soient sur des sujets de R&D ou d'innovation, ces projets-là doivent nous montrer un modèle économique, une offre de service, en tout cas une autonomie financière et une soutenabilité économique. Les domaines, je vous ai beaucoup parlé de filières stratégiques, domaines stratégiques, etc. Très concrètement, en gros, on a des filières stratégiques qui sont très identifiées, qu'on vous liste ici. Les deep tech, santé et soins, l'aéronautique spatiale défense, la mobilité durable et intelligente, tout ce qui va être les sujets d'éco-construction, clean tech, ville durable et intelligente, le volet transition énergétique, notamment via l'énergie, le numérique, l'industrie de la donnée, et puis aussi le luxe et la cosmétique, ainsi que l'agriculture et l'agroalimentaire. Ça, c'est les filières stratégiques globales dans lesquelles doivent s'inscrire les projets. Il faut démontrer justement, à travers ces projets, un impact sur ces filières-là en termes de structuration, de retombées pour les entreprises de cette filière, etc. Maintenant, je vais laisser Magdalena vous présenter plus spécifiquement Sésame et peut-être aussi les domaines d'intérêt majeur également. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc, en plus de ces filières économiques stratégiques, la région a labellisé pour une période de 5 ans, donc depuis 2022 et jusqu'à fin 2026, 9 domaines de recherche et d'innovation majeurs qui recoupent également certaines des filières économiques stratégiques. Par exemple, dans le domaine de l'intelligence artificielle, on a également, pour les autres domaines, matériaux avancés éco-responsables, ou encore sur les technologies quantiques. On peut citer aussi dans le domaine des matériaux, cette fois-ci pour une filière peut-être plus amont, mais néanmoins avec des débouchés potentiels économiques, des matériaux pour le patrimoine, donc là aussi une dimension culture. Enfin, on a aussi une dimension astrophysique où un domaine de recherche et d'innovation majeure sur les origines de la vie, où de prime abord, il n'y a pas forcément d'applications qui viennent, mais qui s'appuient justement sur des moyens de calcul haute performance, de l'analyse d'échantillons, etc., qui peuvent trouver leurs applications dans le domaine économique. Et sur la santé, on a les immunothérapies pour le cancer, la bioproduction, qui est aussi un des domaines prioritaires au niveau région, dans les stratégies européennes notamment, ainsi que sur les neurosciences, et enfin sur j'ai un petit trou de mémoire, et sur une approche plus globale de la santé, donc santé animale, végétale et humaine. Donc, outre ces domaines, les typologies de projets qui sont attendus sur Sésame filières, en priorité, ce sont des plateformes technologiques qui vont être ouvertes aux ETI. Alors là, par rapport à d'autres appels qu'on a au niveau de la région sur un aspect plus fondamental qui s'appelle Sésame, mais classique, on part vraiment du besoin des entreprises de la filière en s'appuyant sur les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche pour venir y répondre. Et ça, c'est un choix stratégique que la région Île-de-France a fait par rapport à d'autres versions régionalisées de France 2030 qui existent sur d'autres territoires. Donc ça, c'est une typologie de projet prioritaire, justement, qui a pour but de permettre à ces entreprises de la filière donc de répondre à leurs besoins qui peuvent être accéder à des équipements de pointe. On sait que c'est souvent des équipements coûteux qui nécessitent des subventions publiques et qui doivent être aussi mutualisés pour bénéficier au maximum d'utilisateurs, tester et améliorer leurs innovations, établir des POC, des preuves de concept, et puis réaliser des prototypes et des démonstrateurs à l'échelle industrielle. En second, type de projet prioritaire, on a des projets intégrés, notamment de RDI, qui vont bénéficier à la structuration, à la transformation de l'ensemble de la filière et qui doivent impliquer au moins une entreprise aussi. Alors, ce qu'on observe sur la plupart des lauréats des vagues précédentes, donc aujourd'hui on est dans la vague 7, on commence à avoir un petit peu de recul, c'est que finalement, cette ambition de transformation et de structuration, les attentes sont assez élevées et le plus souvent, on a une combinaison de ces deux typologies de projets. Donc ce sont
des projets de plateformes technologiques ouvertes, voilà, vraiment tournés vers les entreprises, auxquelles s'adjoint ce volet de RDI. Donc après, il y a d'autres types de projets possibles, mais qui sont un peu moins prioritaires. C'est de mettre en commun des compétences ou des équipements techniques qui permettent de mutualiser vraiment ces travaux de recherche et de développement d'intérêt commun avec des entreprises. Donc là, on est toujours dans cette dimension collaborative public-privé. Et enfin, en dernier, des outils collaboratifs pour mettre en commun des compétences, des outils à vocation cette fois-ci non technologique. Côté grand lieu d'innovation, du coup, on va être sur un volet peut-être un peu plus aval, où là, l'idée, ça va être de soutenir la création et le développement soit d'unités industrielles partagées ou de plateformes de services, qui vont du coup permettre à des entreprises, toujours d'une filière donnée, de pouvoir soit mutualiser des investissements, ou en tout cas d'avoir accès à des moyens ouverts, ou plus largement, grand lieu d'innovation, ça va venir soutenir tous les espaces qui vont permettre la mise en commun ou d'équipements et de compétences techniques, ou de méthodes et outils collaboratifs. En fait, très concrètement, nous, les grands lieux d'innovation, ça va être tout ce qui est Fab Lab, démonstrateurs industriels, plateformes technologiques de R&D collaborative. On peut être aussi sur des sites d'essais et d'expérimentation, des bancs d'essais, des usines industrielles pilotes partagées. Ça peut même, sur le volet encore plus aval, être des incubateurs, accélérateurs ou même des lieux d'open innovation. La logique, en fait, dans le grand lieu d'innovation, c'est un lieu physique, donc des espaces physiques et ou des équipements et ou des expertises qui vont permettre aux acteurs économiques d'une filière donnée d'avoir des moyens pour progresser, pour expérimenter, pour innover. Il faut du coup que ces lieux ils soient ouverts et l'ouverture, pour nous, elle se concrétise par une offre de service, soit payante, soit gratuite, mais en tout cas qui permettent d'adresser différents besoins de différents types d'acteurs. En fait, un grand lieu d'innovation, il n'est pas au bénéfice seul de son porteur, très concrètement. Voilà. Sur le public cible, là aussi, on a quelques distinctions entre Sésame et Grand Lieu. Sur Grand Lieu, on a un répondant unique, comme sur Sésame, mais on va viser vraiment prioritairement une entreprise. Une entreprise, ou en tout cas une structure, ça peut être une entreprise ou une structure qui fédère plusieurs entreprises, mais vraiment le porteur de projet d'un projet de Grand Lieu d'innovation, c'est un acteur économique, c'est une entreprise. On peut éventuellement, et ça on l'a eu plusieurs fois, avoir des organismes de recherche ou de transfert de technologie, mais il faut vraiment qu'on soit sur un volet très entrepreneurial ou en tout cas très développement économique, valorisation, etc. À titre d'exemple, on a pu soutenir des projets portés par exemple par le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui du coup n'est pas une entreprise, mais dont en fait l'activité était purement dédiée à de la certification et de l'accompagnement d'entreprise. Côté Sésame, Magdalena, si tu veux expliquer aussi les nuances. Oui, tout à fait. Donc, comme on le disait juste avant, sur cet appel, la région a fait le choix de s'appuyer sur les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, bien sûr localisés sur son territoire, avec, comme le disait Lucas, comme les grands lieux d'innovation, un porteur de projet unique. Il y a d'autres partenaires qui peuvent intervenir, mais dans ce cas-là, il doit y avoir, ça en reviendra, un flux de facturation entre les deux. Donc, en complémentarité, il peut y avoir aussi d'autres types de porteurs, puisqu'on sait qu'il y a des statuts qui sont un peu différents. Parfois, il existe des filiales, des structures de valorisation ou de transfert de technologie adossées à ces établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc, il peut y avoir parfois des porteurs, alors, soit entreprises ou structures qui fédèrent un ensemble d'entreprises, mais l'essentiel pour que ça reste éligible, c'est que les établissements d'enseignement supérieur gardent quand même une implication forte dans la gouvernance de la structure porteuse et dans son financement. Et ça, par exemple, sur une des vagues récentes, on a écarté un dossier qui ne répondait pas à ces critères. Donc, c'est réellement un critère d'éligibilité essentiel. Pour vous donner quelques exemples un peu plus concrets sur les typologies de plateformes qui ont été évoquées précédemment, je vais vous présenter les lauréats de la 5e vague, donc pour lesquels il y a eu un communiqué de presse un peu plus tôt dans l'année, qui concerne différentes filières. Sur la filière agroalimentaire, agricole, on a le projet AgriForTech qui est porté par AgroParisTech, qui va finalement de la fourche à la fourchette, donc pour tester, améliorer, diffuser les innovations de la production agricole et de la transformation agroalimentaire, l'idée étant d'aller
de l'idée jusqu'à une échelle semi-industrielle et même jusqu'aux utilisateurs finaux, c'est-à-dire dans l'assiette des consommateurs. Sur la filière numérique, avec notamment l'intelligence artificielle qui prend une forte ampleur depuis ces quelques mois, l'idée c'est d'accompagner les startups et les PME pour intégrer l'IA dans leurs produits logiciels et surtout qu'elles puissent faire dès le départ les bons choix technologiques, que ce soit en termes de données, d'algorithmes ou de systèmes embarqués et en prenant en compte, en anticipant d'être en conformité avec les normes dans ce domaine. Donc ce projet Start AI at Systemix est porté par l'IRT Systemix. Donc vous voyez aussi les montants des subventions qui sont accordées, ça on y reviendra après, mais ici on est à peu près entre 1 et 2 millions. Et enfin, troisième projet lauréat de cette vague, cette fois-ci pour la filière santé, qui est porté par l'Institut Pasteur, c'est le projet TRAP Bio, qui va permettre de donner accès à une chaîne d'analyse intégrée pour identifier des nouveaux biomarqueurs ou des cibles de médicaments et en proposant à la fois, en trouvant le bon équilibre entre des processus standardisés mais qui peuvent aussi être customisés pour une recherche clinique plus efficace. Maintenant, Lucas va vous donner un exemple de projet de grand lieu d'innovation. Tout à fait. Alors nous, on n'a mis qu'un seul, mais parce que c'est peut-être un peu un exemple phare sur ce que peut soutenir les appels à projets grand lieu d'innovation. C'est un projet c'est un projet porté toujours d'ailleurs par Inventec Performance Chemicals, donc qui est une société du groupe Deon et qui en fait est une ligne ouverte d'assemblage électronique en Île-de-France, qui sera très différenciante parce qu'en fait, elle va permettre aux acteurs de la filière électronique francilienne d'avoir accès à un espace et des compétences pour justement utiliser une ligne industrielle d'assemblage électronique pour tester des choses, pour mettre en œuvre de nouveaux procédés et le tout dans une logique peut-être de nouveaux produits éco-conçus ou en tout cas à haute valeur ajoutée. En quoi c'est typique d'un grand lieu d'innovation? C'est-à-dire qu'on a un acteur qui a une expertise donnée, Inventec, sur un sujet bien donné qui est une filière stratégique régionale, donc sur tout ce qui est la deep tech et l'assemblage électronique. Cet acteur-là va mettre à disposition, va ouvrir sa ligne d'assemblage électronique. Comment il va l'ouvrir? Il va proposer une offre de service, des conditions d'accès, des horaires, des prestations, etc. Et avec son expertise, il va aider des acteurs peut-être plus petits qui n'ont pas les moyens d'avoir une ligne en propre, parce que c'est quand même un sacré équipement, d'avoir accès à cette ligne-là et de pouvoir eux-mêmes tester, expérimenter, faire progresser leurs propres produits. Donc là, on est vraiment dans l'idée d'un grand lieu d'innovation, c'est-à-dire que cette ligne est ouverte parce qu'il y a une offre de service, parce qu'il y a des prestations et de l'accompagnement pour utiliser les équipements. Et c'est un équipement qui est assez difficile d'accès. En tout cas, les jeunes acteurs innovants peuvent pas l'avoir en propre. Et pour nous, c'est tout à fait ce qu'on souhaite soutenir. Le type d'aide, du coup, parce qu'on parle des projets, mais qu'est-ce qu'on peut obtenir, en tout cas, comme aide ou comme soutien financier? Là aussi, il y a quelques petites subtilités entre Sésame et Grand Lieu. Sur Grand Lieu et sur Sésame, et c'est un peu la logique pour de nombreux appels à projets publics, il faut toujours se dire qu'on vient, nous, à 50% des dépenses éligibles. Donc, on vous les présentera après avec Magdalena, mais tout n'est pas éligible à un soutien financier. Donc, il y a une certaine catégorie de dépenses qui peuvent être éligibles. Et par rapport à cette catégorie-là, ça va faire une assiette de dépenses et nous, on viendra à 50% de cette assiette-là. Côté grand lieu d'innovation, il faut que cette assiette de dépenses éligible, justement, soit supérieure à 1 million. Pourquoi? Parce que pour nous, ça veut dire que ça sera un projet d'envergure. On est conscient qu'il peut y avoir des beaux projets qui dépensent moins d'1 million, mais nous, comme on est sur des impacts forts, création d'emplois, de valeur ajoutée, lieux différenciants, on estime qu'il faut à minima 1 million de dépenses éligibles pour pouvoir prétendre à un grand lieu d'innovation. On va venir soutenir du coup cette assiette de dépenses à 50% et pour moitié sous forme de subvention, pour moitié sous forme d'avance récupérable. Le montant maximum d'aide qu'on pourra donner, c'est 2 millions. Donc très concrètement, sur un projet à 5 millions, nous on viendra maximum à 50%, donc 2,5 millions, mais sauf que comme notre plafond est à 2 millions, pour un projet à 5 millions, on viendra maximum à 2 millions. Sur Sésame, il y a d'autres subtilités. Exactement. Donc, on reste sur ce taux maximum de 50% d'aide et sur une assiette d'au moins 1 million, puisque en dessous de ces montants, on a déjà d'autres appels à projets qui peuvent intervenir sur ces plateformes équipements régionaux. Donc, ici, Sésame Filière intervient aussi en complémentarité de ces autres appels. Donc, une assiette qui est de minimum 1 million, on le verra, toutes dépenses hors taxes.
Typiquement jusqu'à 5 millions, mais on peut aller au-delà, sachant que le montant de l'aide, lui, sera plafonné à 2,5 millions, donc un tout petit peu plus élevé, mais c'est la même logique. Et là, il y a eu une évolution entre le PIA 3 et France 2030, puisque auparavant, on était également dans cette mécanique de 50% sous forme de subvention et 100% sous forme d'avance récupérable pour les 50% d'aide. Mais aujourd'hui, l'aide sur ces âmes filières est uniquement sous forme de subvention, donc depuis France 2030. Alors peut-être, je pense qu'on le précisera plus tard, mais sur le cofinancement qui est apporté, il faut qu'il y ait minimum 50% d'autofinancement. Donc pour les établissements publics notamment, ça fait une différence assez importante puisque ça peut être cumulé par exemple avec des dotations, mais pas avec d'autres subventions publiques, ou en tout cas pas dans cette limite. Voilà. Bon, on va détailler un petit peu plus justement les dépenses. Donc, justement, sur ces âmes filières, une particularité, c'est qu'on a 2 types d'annexes financières. Donc, une annexe qui est une annexe obligatoire, on repose vraiment sur le cœur des objectifs de cet appel à projet, qui est sur la structuration et l'animation de filières et pour la création de la plateforme. Donc, un gros avantage aussi de ce type d'appel par rapport à d'autres appels régionaux, c'est qu'on a des frais de personnel qui sont éligibles, y compris du personnel titulaire permanent. Donc ça va être dans la limite de 30% de chacune des annexes. Des investissements matériels, donc là, on parle du coût d'acquisition et pas... voilà, préférentiellement à l'amortissement sur ce type de dépenses. Il faut néanmoins que l'achat soit réalisé après la date de clôture et bien sûr que ce soit des investissements matériels qui soient nécessaires pour la filière et pour le projet envisagé. Pour faire connaître la plateforme, pour structurer justement, animer cette filière, bien sûr, il est nécessaire de communiquer, d'organiser des événements. Donc, on prend aussi en charge ce type de dépenses et de manière associée aux équipements, il peut y avoir des travaux d'installation, d'aménagement des locaux qui seraient nécessaires. Donc, c'est également éligible dans ce type d'annexe. En complément, on a également une annexe R&D. Donc pour ce volet qu'on a décrit dans les typologies de projets, qui peuvent intégrer des salaires, alors cette fois-ci des salaires de personnel scientifique et technique, et auxquels on ajoute 20% de frais généraux, des consommables qui peuvent être nécessaires pour réaliser ces projets de R&D intégrés au sein du projet, en complément du volet filière, des prestations externes de la sous-traitance. Les équipements sont également éligibles, alors soit pour leur coût d'acquisition, si ce sont des investissements qui sont non récupérables, et au contraire, si ce sont des équipements, des investissements qui ont été déjà acquis, alors on va être sur de l'amortissement, il faut qu'ils aient été acquis au plus tôt 1 an avant le début du projet, voilà, c'est spécifié dans le texte de l'appel. Et bien sûr, comme on est sur de l'amortissement, on sera au prorata de l'utilisation réelle pour le projet. Donc, comme on l'a dit, cet ensemble d'assiettes doit représenter au moins 1 million, typiquement jusqu'à 5, voire un peu plus, mais dans tous les cas avec une aide plafonnée à 2,5 millions. Les dépenses de personnel titulaire sont plafonnées et la durée du projet, elle, va être de 3 ans maximum. Et dans tous les cas, on sera sur des dépenses hors taxes. Voilà, donc. Côté grand lieu d'innovation, là, on va être sur des dépenses éligibles qui sont purement des dépenses, en gros, d'investissement, donc au sens de CAPEX, c'est-à-dire ça va aller de la prestation d'études jusqu'au coût d'aménagement des locaux, de l'investissement matériel ou immatériel, et on va avoir à la marge, mais c'est vraiment pas le cœur de l'appel à projet, une prise en charge de quelques frais d'animation de gestion, donc là plutôt des dépenses d'investissement, de fonctionnement, pardon, mais plutôt à hauteur de 10 à 15% maximum de l'assiette éligible. Donc vraiment, comme je vous le disais, sur Grand Lieu d'Innovation, comme on vise à faire émerger un espace totem, des équipements clés ou différenciants, on vient vraiment financer l'achat de ces équipements, l'aménagement des espaces, peut-être la construction même d'un nouveau lieu. Donc on va être vraiment sur du CAPEX, sur les études. Point d'alerte aussi, on est vraiment sur des études opérationnelles ou en tout cas pré-opérationnelles. On va pas être sur des études pour définir la programmation du lieu ou pour voir le potentiel économique du lieu. Ça va être vraiment des études sur l'architecture du bâtiment, sur la faisabilité de tels matériaux, sur des coûts d'opportunité, etc. Comme je vous le disais aussi, comme vous le disait Magdalena, nous, on a un gros enjeu sur le modèle économique du lieu,
ou du projet qu'on soutient. Et donc du coup, encore une fois, moi je vous alerte sur les frais internes d'animation et de gestion. Plus vous allez en demander, plus nous on va se dire que finalement le lieu n'a pas le modèle économique, le lieu ou le projet n'a pas le modèle économique nécessaire pour autoporter ses ressources et ses ETP. Donc là aussi, moi je vous invite, si vous candidatez en tout cas à Grand Lieu d'Innovation, à faire bien attention à ce volet interne d'animation ou de gestion, puisque certes on peut le financer, mais c'est vraiment pas le cœur du soutien. On a remis aussi les chiffres, mais encore une fois, le soutien il sera maximum de 2 millions d'euros dans une limite de 50% des dépenses éligibles. Sur les modalités de sélection, comment va se passer en fait la sélection, le dépôt des dossiers, etc. Le process, si vous avez une plateforme en ligne et on vous remettra les liens, et tous les pôles ont aussi les liens et toutes les adresses qui vont bien, avec un dossier propre à Sésame, un dossier propre à Grand Lieu d'Innovation. Il faut surtout pas les confondre, je vous le dis, parce que parfois ça arrive. Et donc déposez le bon dossier sur la plateforme, donc c'est une plateforme BPI Région. Une fois que vous avez déposé votre dossier, la première étape, ça va être par BPI, qui est notre opérateur sur ces appels à projets-là. Et eux, ils vont rentrer dans tout ce qui est le volet financier et administratif. Est-ce que toutes les pièces justificatives sont les bonnes sur les tables de capitalisation, sur le statut juridique ou administratif de la structure, sur les porteurs de projets, etc., etc. Nous, ensuite, on va se réunir en tant que jury pour déjà évaluer le projet. Le jury, il est souvent composé de la région, de BPI, de l'État via la préfecture, et de quelques experts en interne à la région, par exemple si on est sur des filières ou des sujets très spécifiques. En fonction de cette première analyse, on va convoquer ou non le porteur de projet à une audition. Cette audition elle aura lieu avec les mêmes membres du jury que ceux qui ont évalué le dossier. Et suite à l'audition, on aura deux décisions à prendre, nous côté jury. Un, est-ce qu'on y va ou pas pour soutenir le projet? Et deux, à quel montant de soutien ou intensité? Cet arbitrage-là, il va se faire en fonction de deux choses, de l'impact du projet et de son intérêt pour nos priorités stratégiques, et puis bien évidemment aussi en fonction des disponibilités budgétaires. Comme on vous l'a dit, c'est des appels à projets qui sont sur plusieurs vagues. Donc nous, de toute façon, on sait qu'après la vague 7, il y aura la vague 8, etc., etc. Donc on a aussi ces arbitrages-là à faire. Une fois qu'on a validé tout ça, on soumet au SGPI, donc le Secrétariat Général pour l'Investissement, qui pilote en fait la dotation France 2030. Et on envoie les résultats aux porteurs de projet. S'ensuit après une contractualisation avec BPI. Et nous, ensuite, sur la durée du projet, avec Magdalena, on suit aussi les projets pour savoir comment ils avancent, s'il y a des difficultés qui sont rencontrées, pour si votre projet, du coup, a besoin d'être mieux connu, d'être plus visible, on peut aussi le relayer dans l'écosystème, en parler, etc. Donc après, il y a quand même un suivi, en tout cas côté région, sur la vie de votre projet et comment ça avance. Point d'alerte, mais vous en doutez, si vous répondez pas dès l'étape 1 aux critères de recevabilité, dossier incomplet, si vous candidatez à Sésame et que vous n'êtes pas dans la cible qu'a évoqué Magdalena, si vous candidatez à Grand Lieu d'Innovation mais que vous n'êtes même pas sur un projet francilien, enfin il y a plein de critères de base. S'ils ne sont pas respectés, on n'ira pas plus loin nous dans l'instruction. Sur les critères de recevabilité, c'est exactement ce que je vous disais. Il y a la complétude administrative. Et puis après, il va y avoir aussi être une structure éligible, comme on l'a évoqué. Il va y avoir l'enjeu de satisfaire au montant minimum des dépenses qu'on a fixées, au montant maximum aussi d'être demandé. Il peut y avoir à la marge quelques itérations avec BPI, mais encore une fois, on peut recevoir parfois beaucoup de dossiers. Donc s'il n'y a pas ces critères-là qui sont remplis dès le départ, ça peut être éliminatoire. Comment on évalue du coup les projets? En creux, vous l'avez compris, nous, il y a quand même un enjeu principal, que ce soit côté Sésame ou côté Grand Lieu d'Innovation, c'est un, avoir un impact sur le territoire, deux, au service de projets qui vont permettre de l'innovation, et trois, qui s'inscrivent dans des grandes filières ou des grandes thématiques qu'on a fixées, qui sont accessibles en ligne sur nos schémas directeurs. Au-delà de ça, à l'échelle des projets, on regarde du coup aussi la qualité scientifique du projet et des équipes, le degré de maturité et de faisabilité du projet, parce qu'on n'est pas sur quelque chose qui va se faire dans 15 ans et qui n'a finalement pas encore d'assises très opérationnelles. Est-ce que les projets que vous présentez connaissent bien le marché et surtout la concurrence qu'il y a? Ça, c'est un critère, je dirais, qui est essentiel pour nous montrer qu'en fait, un, vous avez conscience qu'il y a peut-être des choses similaires qui se font ailleurs, et deux, pour nous expliquer en quoi votre projet est différenciant par rapport à l'existant. À titre personnel, moi, par exemple, des plateformes de R&D collaborative, il y en a 15 000 par an. En quoi la vôtre, elle est différenciante? Est-ce que c'est sur les équipements, sur les compétences apportées? Est-ce que c'est sur l'objet même ou la filière même que vous ciblez? Il faut vraiment nous expliquer tout ça. Après, il y a des sujets plus classiques
de gouvernance, de structuration du projet, de modèle économique du plan d'affaires, etc., etc. Et puis après, on vous l'a dit, nous, c'est un appel à projet France 2030, mais régionalisé. Donc, il y a tout un sujet sur l'impact local et régional. Donc, il faut que vous nous montriez en quoi, par exemple, si vous êtes sur Sésame, votre projet va permettre de diffuser ou de valoriser de la recherche ou des technos qui sont découvertes et qui sont exploitées en région Île-de-France. En quoi aussi vous allez pouvoir diffuser vos innovations et vos compétences auprès du tissu industriel et économique local, donc notamment par exemple comment ça peut intéresser des PME ou des ETI purement franciliennes, et puis aussi nous expliquer en quoi peut-être il peut y avoir un impact en termes d'attractivité économique, d'emploi sur le territoire régional. Bien sûr, ça sera des échelles et des projections, mais il faut nous expliquer la valeur économique que peut créer le projet sur le territoire. Alors, juste peut-être pour compléter un petit peu plus spécifiquement sur Sésame, sur certains de ces critères, on y retrouve finalement des critères qui sont assez familiers pour les porteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc qualité scientifique, stratégie de valorisation, diffusion, donc publication de brevets. Donc ça, c'est effectivement des critères importants, mais qui sont pas les seuls. Et justement, par différenciation avec d'autres appels plus classiques que connaissent ces porteurs, je voulais renforcer encore cette importance pour le modèle économique et du plan d'affaires. Donc, on a réellement une projection, un business plan à construire qui peut s'appuyer sur différents volets, de la prestation, de la formation continue. Mais finalement, c'est beaucoup plus loin, il faut aller beaucoup plus loin sur ce point que vous êtes habitué pour ce type de porteur à le faire sur d'autres appels, également sur démontrer l'impact et comment vous allez impliquer les acteurs pour que cet impact se concrétise. Donc c'est ce qu'on veut dire par la structure de la gouvernance, c'est-à-dire qu'il faut trouver le bon équilibre entre avoir suffisamment d'agilité pour prendre les décisions, mener à bien le projet, et également avoir quelque chose un peu plus fort qu'un simple comité consultatif qui se réunirait une fois par an, par exemple. Enfin, c'est un exemple empirique, mais pour essayer de préciser ce qu'on attend sur ce type de critères. Merci. En termes de calendrier, du coup, comme je vous le disais, là sur Sésame et Grandlieu, on est vraiment sur l'ouverture et la fermeture de nouvelles vagues. Donc là, sur ces nouvelles vagues, Sésame Filière clôturera le 29 avril 2025, donc il faut déposer vos dossiers avant, et Grandlieu d'Innovation le 13 mai 2025. Pour les représentants, que ce soit sur Sésame ou Grandlieu d'Innovation, soit de l'établissement d'enseignement supérieur de recherche, soit de l'entreprise, il va falloir du coup, au moment où vous déposez le dossier, signer une fiche de demande d'aide et donc, comme on vous le disait, fournir un certain nombre de documents administratifs. Encore une fois, c'est essentiel pour passer la première étape de recevabilité. Nous, le délai qu'on vous a présenté, là, entre instruction BPI, premier échange jury, convocation audition, re-échange jury, conventionnement, on essaye d'être sur un délai de 3 mois entre le moment de la clôture du dossier, de l'appel à projet, et le moment où on vous donne une réponse, ou en tout cas une indication sur si la réponse va être positive ou négative. Le planning, du coup, sur Grandlieu d'Innovation, l'appel à projet est ouvert depuis février 2025. On vous a remis l'adresse et les pôles pourront aussi vous la redonner. Je vous le redis une dernière fois, comme ça c'est dans la tête, clôture le 13 mai 2025. Nous, on va instruire tout ça à l'été. La décision, elle interviendra fin d'été, rentrée, et sur la contractualisation, c'est toujours un petit peu plus long parce qu'il y a des petites vérifications administratives à faire. Mais donc, il faut se dire, vous déposez en mai, vous avez une réponse aux alentours de août-septembre. Voilà. Et sur Sésame, si tu veux présenter Magdalena. Peut-être juste avant. Oui, bien sûr. Donc, on est assez phasé sur les deux appels. Ça clôture un petit peu plus tôt pour Sésame Filière et cette année par rapport aux précédentes. Pour préciser aussi qu'on est en parallèle légèrement décalé sur une période d'ouverture de notre appel Sésame classique, qui est plus sur des besoins de recherche fondamentale et appliqué un peu plus amont. Donc, justement, on fera un webinaire de comparaison entre les deux appels ce mardi midi. Donc, je vais vous remettre le lien dans le chat. Donc, sur Sésame Filière, la vague 7 va clôturer le 29 avril à 17h. Donc ça peut avoir son importance aussi. Et sur le même calendrier, donc on a tout ce processus d'instruction, après la vérification d'éligibilité, expertise, instruction, audition d'ici l'été. Et comme le disait Lucas, contractualisation à l'automne.
Voilà, on reste à dispo pour des questions. Je pense, Soumaya, on peut peut-être Oui, finir la présentation si on t'avait prévu, et puis après on répond à vos oui, questions. Ouais. oui, tout à fait. On va présenter le processus de labellisation et j'invite Denisa à monter sur scène. Et vous pouvez commencer à regarder les questions dans l'onglet questions. On va les prendre par la suite directement, enfin celles auxquelles vous ne pouvez pas répondre par écrit directement à l'oral. Et je laisse la parole à Denisa. Merci beaucoup Magdalena et Lucas pour vos interventions. Merci Soumaya. Alors, comme l'a indiqué Soumaya, maintenant je vais présenter le processus de labellisation qui est une offre de service des pôles de compétitivité pour leurs membres, donc pour leurs adhérents. Et pour commencer, donc déjà pourquoi faire appel à un pôle de compétitivité dans le cadre de vos dépôts sur des appels à projets. Donc rejoindre un pôle de compétitivité, c'est vraiment bénéficier d'une expertise spécifique. Alors, la présentation est partie chez moi, c'est moi qui suis apparue en grand. Voilà, super. Merci. Donc voilà, c'est bénéficier d'une expertise qui est spécifique et liée à votre secteur d'activité. Et c'est aussi bénéficier d'un accompagnement qui va être personnalisé, donc personnalisé selon la typologie de votre structure, que vous soyez une start-up, une PME, un académique, un grand groupe, peu importe, et aussi selon votre projet. Donc que ce soit un projet industriel, un projet d'innovation, peu importe également, on est assez spécialisé pour vous accompagner sur tous ces types de projets. Et l'équipe va vous aider en fait à structurer votre projet et cibler les bons financements, donc selon ce que vous voulez faire financer également. Les pôles sont composés d'équipes qui sont pluridisciplinaires, c'est-à-dire avec des chargés d'innovation, des chargés industriels, des chargés Europe. Donc ça aussi, ça va permettre vraiment d'accompagner au mieux votre dépôt, votre projet, et ça va également vous aider à organiser des ateliers d'émergence de projets qui vont être sur mesure, par exemple, donc adaptés à un certain appel à projet pour monter des consortiums, ou alors adaptés à une certaine thématique. On peut également vous aider à trouver les bons partenaires, que ce soit en France ou en Europe, parce que voilà, les pôles de compétitivité ont accès à un certain vivier d'entreprises avec lesquelles on peut vous mettre en relation. Donc encore une fois, à l'échelle régionale, nationale et européenne, parce qu'on a voilà, des partenaires, que ce soit au niveau national avec les autres pôles de compétitivité ou alors à l'échelle européenne avec les autres clusters européens qui existent. Et qui sont des homologues en fait des pôles de compétitivité que vous connaissez déjà au niveau francilien ou autre. Et on peut également vous aider à identifier les appels à projets qui vont être les plus adaptés à votre projet. Donc comme j'ai déjà dit, que ce soit de la R&D, que ce soit de l'industrialisation, que ce soit également une expérimentation. Voilà, donc on va vraiment vous aider à cibler la bonne porte d'entrée par rapport à ce que vous voulez faire financer. Et nous, on a vraiment, en tant que pôle, un accès à des informations qui est à jour, voire même des fois exclusif, grâce à notre travail de veille constant, mais aussi grâce aux liens qu'on a privilégiés avec différents partenaires institutionnels. Et on peut citer par exemple la BPI. Donc le processus de labellisation, il représente en fait, donc voilà, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente. Ça représente vraiment un gage de qualité, surtout aux échelles régionales et nationales. Donc je précise aux échelles régionales et nationales car les pôles de compétitivité émanent de l'État. Donc c'est vraiment un label que nous on peut octroyer, qu'on est les seuls à pouvoir octroyer aux entreprises et qui est vraiment reconnu au niveau national. Au niveau européen, on va dire que ça peut être reconnu, mais c'est vrai que ça l'est un petit peu moins parce que, voilà, encore une fois, on est des structures qui émanent de l'État. Le processus de labellisation que chaque pôle de compétitivité propose, il va reposer sur l'évaluation de vos projets par des comités d'experts thématiques dans leur domaine, donc dans leur secteur d'activité. Et cette revue, elle va permettre, entre autres, de valider le caractère innovant et le positionnement du projet, que ce soit le positionnement marché, que ce soit le business plan, business model, etc. Vérifier sa faisabilité technique et également le niveau de maturité qu'elle propose. Challenger la stratégie d'accès au marché. Donc, on dit challenger parce que voilà, ça va être une revue de projet qui va vous permettre d'avoir accès à certaines questions. En fait, les membres, les experts vont se placer comme de potentiels financeurs et donc vous posez vraiment les bonnes questions, challenger un petit peu ce projet-là. Au niveau du marché et la gestion de la propriété intellectuelle également peut être vue. Il y a pas mal de pôles de compétitivité qui sont en partenariat avec l'INPI, je le souligne ici, mais voilà, ça nous donne aussi des portes d'entrée côté pays. Et ça va aussi permettre de prendre en compte les critères liés plus largement à ce qu'on va appeler l'impact. Donc c'est une notion qu'on voit un peu partout, notamment côté
investissement privé et côté Europe, mais en gros, c'est vraiment tout ce qui va se référer aux enjeux sociaux, environnementaux et aux enjeux qui vont être liés à la filière dans laquelle vous êtes positionné et qui vont régir tous les cahiers des charges des appels à projets. Le processus de labellisation, il se fait dans un cadre qui est strictement confidentiel, évidemment, parce que voilà, souvent on propose, on voit passer des projets qui sont sur de la recherche, du développement, de l'innovation, et nous c'est vraiment un engagement qu'on a envers les entreprises. Donc on sait combien la confidentialité, elle peut être cruciale, et encore une fois sur des projets de recherche et d'innovation notamment. Et pour garantir la confidentialité, nous on fait signer des chartes de déontologie aux experts membres des comités qui instruisent les dossiers. Et vous, de votre côté, en tant qu'entreprise, vous pouvez aussi avoir la possibilité de restreindre l'accès à certaines informations dans votre dossier, ou alors même de refuser la présence d'un des experts qui appartient à une entreprise qui pourrait être en conflit avec votre projet, votre entreprise, votre innovation. Ce dernier point, c'est plutôt un rappel et un conseil parce que voilà, pour le bon déroulé du processus, il est vraiment nécessaire d'anticiper les démarches. À savoir que le processus, il prend du temps, oui et non, parce que c'est entre 1 mois et demi et 2 mois. Donc voilà, je pense que ça peut être assez rapide si on est au courant à l'avance en tant que pôle. Donc vous pouvez vraiment nous contacter dès que vous êtes en phase de réflexion sur un appel à projet, ou même dès que vous souhaitez faire financer quelque chose que vous n'avez même pas encore connaissance des appels à projets qui sont ouverts, vous contactez votre pôle de compétitivité référent et nous, on saura vous aiguiller. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher des pôles pour accompagner ces projets-là. Et un dernier point que je voulais souligner qui n'est pas sur la présentation, c'est que plus 50% des appels à projets, des projets qui sont labellisés par les pôles sont ensuite à l'issue financés. Parce que vraiment, c'est un vrai gage de confiance, un gage de qualité qu'on donne aux entreprises, et c'est un gage de qualité face aux financeurs. Donc aux financeurs institutionnels comme la BPI encore une fois, qui voient que le projet a été validé sur tous ces aspects techniques. Parce qu'effectivement, les financeurs souvent ne sont peut-être pas les plus à même de juger des choses très techniques, des innovations, etc. Et donc, si un pôle de compétitivité va valider tous ces aspects-là, c'est vraiment un gage de qualité, et c'est pour ça que ça donne vraiment plus de chances d'être financé. Donc, il faut vraiment pas hésiter à faire appel à son pôle référent. Merci beaucoup, Denisa, pour cette présentation. J'invite Magdalena. Vous avez bien sûr les contacts au niveau des pôles sur les slides. Et on va passer aux questions-réponses. Et j'invite Magdalena et Lucas à réouvrir les micros. On va essayer de les prendre un peu dans l'ordre. Il y a des questions parfois qu'on va essayer de fusionner compte tenu des thématiques sur les financements, les taux de financement, type de partenariat. Ça revient souvent. La première question était plutôt sur les filières. Est-ce que les drones ne sont pas une filière stratégique à part entière dans les filières stratégiques de la région Île-de-France? Alors, sur ce sujet, nous, on a une filière stratégique qui s'appelle Aéronautique Spatiale Défense. Donc, les drones peuvent faire partie des objectifs stratégiques, mais on ne viendra pas financer du drone pour du drone, entre guillemets. Donc, l'enjeu pour nous, s'il y a un projet avec des drones, c'est sur l'applicatif qui va être utilisé. Donc, c'est à quelle fin? Est-ce que c'est sur de la surveillance? Est-ce que c'est sur de l'appui à de la collecte d'images? Est-ce que ça va être sur la transition énergétique? Enfin, le drone en tant que tel, et d'ailleurs, ça va être le cas sur tous les sujets, on ne viendra pas financer des lieux, en tout cas sur le grand lieu d'innovation, qui accompagnent de la techno pour de la techno. C'est aussi derrière quels sont les applicatifs. Donc, ça fait une réponse un peu vague, mais ça dépend aussi du projet que vous avez. Mais donc, un projet avec des drones ou pour aider la filière drone, c'est tout à fait éligible. Après, il faut voir sur quel volet spécifique vous souhaitez aider la filière drone. Et un peu dans la suite de cette question-là, est-ce que plus largement la robotique mobile, terrestre et aérienne ne serait pas aussi une filière stratégique pour la région? Même réponse, ça peut être un sous-ensemble ou une techno d'une des filières stratégiques, mais après ça dépend plutôt aussi quels sont les applicatifs et dans quelle filière ça s'inscrit. En tant que tel, nous la robotique, on va le prendre plutôt comme un moyen ou comme une techno.
Donc c'est plutôt, est-ce que c'est de la robotique au service de la santé? Est-ce que c'est de la robotique au service de l'exploration? Est-ce que c'est de la robotique au service du bâtiment? Voilà, ça peut être très large. Très bien. Et une question sur la nature des porteurs de projets. Est-ce que pour les grands lieux d'innovation, c'est possible que le coordinateur soit un GEI, c'est un groupement, je pense, européen d'entreprises à intérêt économique? Oui, en soi, il n'y a pas de contre-indication. Après, c'est un modèle en toute transparence qu'on n'a jamais financé dans le cadre de l'appel à projet. Il faut bien une première atout. Et donc voilà, c'est peut-être un modèle sur lequel BPI en tant qu'opérateur sera moins familier. Mais après, si l'entité reste sur un projet porté par des entreprises, avec un modèle éco, des capacités financières pour un projet francilien, ça s'étudie absolument. Oui. Et une question concernant le niveau de maturité. Est-ce qu'il y a un niveau de maturité, je suppose que oui, à privilégier pour déposer des propositions de projet pour les deux appels? Alors, je vais peut-être Magdalena, je te laisse peut-être répondre. Ouais. Voilà, c'est ce que j'allais faire, puisque sur ces âmes filières, comme l'a indiqué Lucas, on est sur des niveaux de maturité peut-être plus amont, donc puisqu'il y a encore des choses à développer. Alors, on sera, que ce soit une plateforme existante qui veut passer à un niveau supérieur ou une création de plateforme, les deux types de projets sont éligibles, mais dans le cas de quelque chose d'existant, enfin, outre le positionnement par rapport à ce qui peut exister sur le territoire et les aspects différenciants, il faut également être tout à fait transparent et mettre en évidence la valeur ajoutée, enfin ce qu'on appelle l'effet incitatif par rapport à ce qui existe déjà. En quoi ça va permettre de passer au niveau supérieur, outre la simple accélération des délais grâce au financement, qui ait des effets leviers aussi derrière. Donc il faut qu'il y ait quand même... Voilà, donc ça c'est à doser finalement cette plus-value avec également le niveau de risque. C'est vrai que si on part entre guillemets vraiment de quasiment rien, il y a un risque qui est assez élevé qui sera peut-être trop fort pour cet appel. Donc de pouvoir s'appuyer sur des compétences existantes au niveau des personnels notamment, qui vont pouvoir être apportées derrière à la filière, un effet de structuration. Donc pareil, il faut que la filière elle-même ait ses besoins et que le projet y réponde. Peut-être que le point final, un des points principaux sur lesquels on va pouvoir apporter cet effet levier, ça va être aussi au niveau des investissements, voilà, des nouveaux types d'équipements ou complémentaires. Très bien, merci. Une autre question pour les sésames filières. Donc, le porteur, est-ce qu'on peut avoir des partenariats dans le cadre des sésames filières et surtout qu'il s'agit d'un projet de structuration de filière, donc avec une idée de partenariat in fine? Oui, alors je vais répondre sur cette question, puis après je laisserai Lucas compléter sur le niveau de maturité pour faire la comparaison avec Grand Lieu d'Innovation sur la question précédente. Donc pour ces filières, effectivement, il y a un porteur unique, c'est-à-dire qu'il y a une seule structure avec laquelle l'opérateur de BI va contractualiser la subvention. Et pour l'éligibilité des dépenses, il faut, je le disais un petit peu lors de la présentation, qu'il y ait un flux de facturation des autres... Alors, partenaires impliqués, c'est-à-dire qu'on ne peut pas valoriser de mise à disposition de personnel ou de matériel d'autres entités dans l'assiette si ce n'est pas facturé. Donc, typiquement, les structures sur lesquelles s'appuient les projets, ça va être soit des organismes de valorisation, des SAD, des offices de transfert technologique. Dans le cas d'implication d'entreprises, enfin d'équipementiers par exemple, là aussi il y a un flux de facturation, d'autres prestataires pour des études de marché, de l'accompagnement. Effectivement, cette notion de partenariat, elle est nécessaire. Après, comme l'objectif est de bénéficier à l'ensemble de la filière, il ne faut pas que ce soit un partenariat bilatéral avec une entreprise. C'est pas le type de projet qui est attendu, donc il faut que ce soit au sens plus large. Très bien. Lucas, peut-être pour compléter sur le TRI. Ouais. Absolument. Nous, du coup, sur Grand Lieu d'Innovation, on va être sur des TRL donc un peu plus aval que ce qu'expliquait Magdalena. En gros, on va être sur du TRL 3, 4 à 7, 8, c'est-à-dire que les lieux qu'on financera viendront pas aider des entrepreneurs ou des entreprises à développer une technologie ou à faire la première découverte, entre guillemets. On va être vraiment sur des lieux et des outils et des équipements qui vont permettre de tester, d'expérimenter, de passer à l'échelle.
Donc du coup, c'est vrai que sur avant, même TRL3, je dirais que c'est le plus amont possible, entre guillemets. Mais donc on est plutôt sur à partir de TRL 3-4 jusqu'à 8-9, parce qu'à l'inverse, on sera pas sur du TRL 9 qui est là sur du déploiement grande échelle, parce que c'est vrai qu'on voit difficilement des lieux qui peuvent aider à déployer à très grande échelle. Le max, ça va être sur du TRL 6, 7, 8, où ça peut être par exemple des lignes industrielles pilotes, où là on aide à passer de la pré-production à de la petite série, voire à un peu plus grande échelle. Mais donc voilà, pour répondre donc concrètement, de 3-4 à 7-8 en gros. Très bien. Une autre question concernant l'éligibilité des frais de structure sur ces appels à projets. J'imagine que derrière frais de structure, enfin la question c'est les frais d'environnement. Est-ce que il y a un pourcentage, est-ce que c'est éligible, est-ce qu'il y a un pourcentage à respecter dans le montage financier du projet? Alors, peut-être pour répondre d'abord sur ces ancillaires, je laisserai Lucas compléter pour GLI. Pour donc ces coûts de structure, frais de gestion aussi parfois qu'on appelle frais d'environnement, ils apparaissent uniquement en tant que tel dans l'annexe financière R&D, qui est l'annexe optionnelle par rapport à celle obligatoire sur filière. Et ils sont égaux à 20% des frais de personnel. Après, sachant que les personnels qui animent, gèrent la plateforme sont éligibles, on a également pas mal de prestations, finalement d'autres coûts qui, par rapport à d'autres appels à projets régionaux, vont être éligibles ici. Finalement, on peut considérer que ce sont déjà des frais d'environnement et qu'on ne prend pas uniquement les coûts marginaux comme sur d'autres appels. Donc, ça permet un périmètre d'intervention assez large en soutien au déploiement des projets. Oui, et du coup, la logique sera un peu la même sur Grand Lieu d'Innovation. Nous, ce qu'on appelle frais de gestion, de structure d'environnement, ça va être en fait tout ce qui va être des frais de personnel, mais donc on va pas prendre en compte à l'inverse des dépenses de consommables, des charges récurrentes, etc. D'accord. Une autre question, est-il possible de candidater en consortium avec au moins une entreprise implantée en région Île-de-France? Alors là, je vais répondre sur Grand Lieu d'Innovation, et c'est, je pense, un peu la même logique sur les deux. On l'a dit, mais il y a l'enjeu d'un répondant unique. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des logiques de consortium, on va dire masquées ou internes ou entre vous avec plusieurs partenaires. Mais en tout cas, nous, on vient financer un seul bénéficiaire, un seul répondant unique. Donc, du coup, on ne viendra pas financer un consortium créé ad hoc pour répondre au projet. Très concrètement, si vous êtes une entreprise, vous associez avec un organisme de recherche, avec une PME, avec une start-up, on viendra financer que l'un d'entre vous. Après, charge à vous de vous refaire des répartitions et des flux financiers internes dans des logiques consortium qui vous sont propres. Mais donc, c'est vraiment un bénéficiaire au sens juridique du terme, donc une entité, en tout cas sur Grand Lieu d'Innovation, qui sera éligible. Alors, même réponse pour Sésame Filière, donc un porteur unique qui contractualise, pour détailler ce qu'on a dit un petit peu avant. Une entreprise peut être associée plus particulièrement si on a un volet projet de RDI avec le développement d'une nouvelle technologie qui va bénéficier derrière, vraiment avoir un effet transformant sur l'ensemble de la filière. Mais il faut, voilà, j'insiste encore sur ce point de vigilance, de pas donner l'impression que on est finalement dans un projet, une collaboration publique-privée assez bilatérale et voilà, peut-être plus intéressant dans ce type de cas d'impliquer plusieurs entreprises, et encore une fois pour cet objectif d'impact. D'accord. Et du coup, j'ai une autre question qui me vient suite à vos réponses. Les prestations, elles sont autorisées à hauteur de combien? C'est toujours 30% comme tous les autres montages classiques des projets de ce type-là, ou y a-t-il des restrictions à respecter, enfin des critères à respecter? Alors, sur Sésame Filière, en tout cas, il n'y a pas de pourcentage, voilà, seuil purement mathématique, on va dire. On a des assiettes il y a une diversité assez importante des dépenses qui sont prises en compte dans l'assiette. Et de fait, avec les différentes filières, on a aussi des besoins et des montages qui sont très divers, voilà, qui s'axent parfois plus sur le personnel, d'autres plus pour des low-tech, par exemple, ou d'autres plus deep-tech sur des équipements, etc. Donc, ce sera à l'appréciation, finalement, des besoins de la filière et des argumentations fournies dans le dossier sur la répartition. Alors, bien sûr, il y a quand même un certain critère logique. Si, je sais pas, 80% des dépenses sont des prestations, on n'est peut-être pas sur le bon porteur. Voilà, il faut que ce soit quand même la structure qui dépose, qui réalise la majorité du projet. Okay. Absolument pareil côté Grand Lieu d'Innovation.
pas de montant seuil, mais une attention portée à l'expertise du porteur. S'il délègue tout, du coup, il n'y a peut-être pas forcément d'intérêt à le soutenir lui plutôt que son prestataire. Et après, il y a peut-être un point spécifique sur Grandlieu, comme on peut être sur des équipements ouverts partagés. Ça arrive par contre que le porteur ait recours à un opérateur pour opérer les lieux, qui peut être fréquent, parce que ça peut être une expertise différente. Typiquement, vous êtes un grand industriel, vous ouvrez votre ligne de production, peut-être que vous pouvez avoir recours à un opérateur qui est habitué à gérer l'accès à des incubateurs ou des plateformes d'expérimentation. Ça sera pas pénalisant de recourir à un opérateur externe pour vous aider à animer l'offre de service. Mais encore une fois, voilà, il y aura des points d'attention. Quand je pense à ça, je pense à des exemples tels que la PHP avec Biolabs ou Servier avec Biolabs. C'est des exemples très concrets où là, c'est des porteurs éligibles. Mais effectivement, ils s'appuient en plus sur l'expertise de Biolabs pour gérer ces espaces d'incubation. C'est un modèle qu'on autorise. D'accord. Une question sur le montage financier. Donc, les porteurs sont financés à hauteur de 50%. Sur les autres 50%, est-ce qu'il faut qu'ils soient à 100% sur des fonds propres du porteur du projet, ou est-ce que des cofinancements externes potentiellement sur d'autres appels à projets et donc sur des financements publics est autorisé dans le cadre des montages? Là, sur Grandlieu, ça sera très clair, c'est 50% de subventions et 50% de fonds propres par le porteur répondant. Donc là, encore une fois, il peut y avoir des logiques sous-jacentes de redistribution, de refléchage et de contribution. Mais à la fin, si c'est le porteur X qui répond, c'est le porteur X qui apporte 50% des fonds en fonds propres. Merci pour cette réponse claire. Magdalena, vous voulez rajouter quelque chose? Même chose pour ces âmes filières, avec, comme je disais, pour les porteurs d'enseignement supérieur et de recherche, souvent qui bénéficient de subventions publiques. Alors, tout ce qui est dotation, ce sont les récurrents, ce sont les fonds propres de l'établissement. Par contre, tout ce qui va venir en complément sur d'autres appels, France 2030, par exemple, des PEPR, des ANR, etc., ou même d'autres fonds régionaux, ça ne pourra pas être dans les 50% d'autofinancement apporté. Éventuellement, si ça vient en complément, ce sera un peu un vase communicant et ce sera d'autant moins sur ces âmes filières, donc pas forcément le type de montage privilégié par les porteurs. Merci. Une autre question d'Antoine Compagne sur il existe d'autres appels à projets similaires au Sésame Filière et Grands Lieux d'innovation. Il cite les tiers-lieux d'expérimentation en santé. Dans quelle mesure le Sésame Filière et les Grands Lieux s'articulent avec cet appel à projet, et est-ce que l'un peut être utilisé comme cofinancement de l'autre, notamment pour pérenniser après le projet les entités? Alors, je dirais, pour commencer à répondre sur ce point, il y a bien sûr sur le prisme. Alors, je suis pas une experte de l'appel qui est mentionné, mais il y a bien sûr le prisme santé. Ici, on est sur une thématique beaucoup plus large, puisque Lucas a cité l'ensemble des filières stratégiques et de manière moins prioritaire, même en dehors sur ces âmes filières, il est possible également de candidater. Donc ça, c'est un premier point sur la thématique. Et après, en lien avec la réponse à la question précédente, il peut y avoir des cofinancements, alors à revérifier de part et d'autre la compatibilité, mais sur d'autres appels. Mais dans tous les cas, ce sera 50% minimum qui viendra du porteur et pas d'autres appels à projet, et 50% maximum sur l'assiette. Très bien. Et peut-être aussi monter sur la pérennité. Finalement, tel que présenté, alors nous on vise plutôt sur ces âmes filières une pérennité moyen terme, on va dire 5 à 7 ans. Voilà, en tout cas une première proposition, après bien sûr qui est soumise aux aléas des contextes économiques, mais finalement voilà, cette approche de dire on aura besoin d'autres financements publics par la suite pour que ça reste pérenne, c'est pas trop en phase avec l'objectif vers lequel on s'oriente. Très bien. Une question, deux questions dans... Alors juste Soumaya, peut-être aussi pour répondre à Antoine Campagne. Oui, ça peut être en lien avec des tiers-lieux d'expérimentation en santé. On a pu soutenir des grands lieux d'innovation en santé. Donc, il peut y avoir une articulation. Peut-être que la différence, c'est que je dirais que les tiers-lieux d'expérimentation en santé se rapprochent plus d'un projet Sésame que d'un projet grand lieu d'innovation. Et d'autre part, utiliser des tiers-lieux d'expérimentation en santé comme source de cofinancement, on va se heurter aussi après à des sujets de cumul d'aides publiques, de typologie des dépenses, parce que du coup,
un projet de tiers d'expérimentation en santé, c'est pas une entité propre qui peut donner du cofinancement en fonds propres. Enfin, donc il va y avoir tout l'ensemble des autres critères qui va s'ajouter à ça. Donc, je dirais sur le fond et dans le positionnement stratégique, bien sûr qu'il y a des connexions à faire et que ça peut être en prolongement d'eux. Mais après, sur les volets de déposants, de fonds propres, de cofinancement, de cumul d'aide, il y a quand même tous ces sujets-là qui viennent s'additionner. Ouais. Une autre question sur l'équilibre entre frais de fonctionnement et frais fléchés directement sur la R&D. Est-ce qu'il y a un ratio à respecter dans les montages des dépenses? Donc peut-être plus spécifiquement sur ces filières avec ce deux types d'annexes présentés. Alors il n'y a pas de ratio mathématique, un petit peu comme la question sur les prestations qui est imposée. Après il faut que ce soit en cohérence avec le projet présenté. Et effectivement s'il y a je sais pas 5% d'animation de filière sur l'annexe obligatoire et l'objectif premier de cet appel versus 95% sur la RDI. Là aussi, le positionnement finalement du projet est peut-être à revoir. Donc voilà, il faut que ce soit représentatif du projet et répondant aux critères d'appel. Après, ça peut s'entendre aussi sur les profils des personnels scientifiques, techniques et sur la nature des investissements. D'accord. Et concernant la justification des dépenses, les dépenses se justifient pendant le projet, à la fin? Alors, là, ce sera plutôt au niveau de l'opérateur BP qu'il faudra voir. À ma connaissance, la pratique la plus courante, elle est à la signature d'une avance de 60%. Et après le solde à 40%, avec sur la justification financière modulo les questions qui peuvent arriver sur la fongibilité ou des éventuelles modifications du programme. La justification se fait à la fin, mais bien sûr le suivi régulier permet d'identifier et d'anticiper les éventuels écarts avec le prévisionnel. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir des partenaires internationaux dans les grands lieux d'innovation, des partenaires sans être demandés, bien sûr, comme on peut associer des établissements de recherche ou des grandes entreprises au projet sans être demandés? Est-ce qu'on peut le faire également à l'international? Oui, c'est possible d'avoir des partenaires, mais encore une fois, voilà, faut que le lieu soit implanté en Île-de-France, que le porteur soit un acteur francilien et que les entreprises et les utilisateurs du lieu soient des entreprises franciliennes. Après, effectivement, ça peut être intéressant d'avoir un ou deux partenaires internationaux sur des logiques de mettre en lien soit avec des potentiels marchés, soit avec des expertises différenciantes, mais c'est peut-être pas forcément un critère très différenciant. Merci. Une autre question sur les frais de personnel. Est-ce qu'ils rentrent dans la catégorie d'investissement immatériel? Personnel R&D, plus précisément. Alors, sur Billy ou sur César? C'est pas précisé. Okay. Si, c'est pour les grands lieux d'innovation. Ouais. Grand lieu d'innovation. Donc la question, pardon, Soumaya, c'est sur les dépenses de R&D, c'est ça? Oui. Est-ce que les frais de personnel R&D rentrent dans la catégorie d'investissement immatériel? Alors non, puisque du coup les frais de personnel sont des frais de personnel, donc pas des frais d'investissement. Donc il n'y a pas possibilité de valoriser du personnel comme cofinancement ou comme co-ressources. Donc du coup tout ce qui est dépenses de personnel sera considéré comme du fonctionnement, et donc du coup sur le fonctionnement c'est 10 à 15% maximum de l'assiette globale qui sera éligible. Ouais. Une autre question sur la partie présentation du consortium. Enfin, du consortium, il y a un seul porteur, mais si un partenariat avec d'autres entités sans être demandé bien sûr se met en place, est-ce que le document de présentation doit uniquement mettre en avant le partenaire ou le porteur ou également ses partenaires? Alors sur ces filières, déjà pour attirer l'attention, et ça c'est détaillé aussi dans l'appel à projet bien sûr, qu'il y a une certaine partie des documents qui ne sont pas obligatoires pour les établissements publics par rapport aux porteurs privés.
Donc, il y a également un template pour le dossier à remplir de 20 pages avec les différentes sections qui correspondent aux critères qui ont été présentés. Donc, bien sûr, les partenaires, entreprises ou autres, doivent être présentés, mais pas dans le document de présentation du bénéficiaire, en tout cas pour ces âmes filières, plutôt dans ce modèle de document général pour le projet, dans la limite d'une 20aine de pages. Merci. Je vais essayer de simplifier la dernière question. Je vais essayer de la simplifier parce qu'il y a beaucoup de chiffres dedans. Alors, pour les sésames filières, donc le porteur est financé à 50%, le bénéficiaire de l'aide, il est financé à 50%. S'il a un prestataire dans le cadre du projet, il doit payer la totalité de la prestation. Oui, Magdalena? Oui, alors on avait déjà échangé sur ce point avec Madame Emelde. Effectivement, là, comme il y a une seule, enfin en tout cas puisque la question porte sur ces âmes filières, pour que les dépenses soient justifiées, qui sont réalisées par d'autres structures, donc il faut qu'il y ait ce flux de facturation. Et bien sûr, ça porte sur l'ensemble de la dépense, du coût de la prestation, qui va rentrer dans l'assiette et qui sera subventionné qu'à 50%. Alors, ce 50% de subvention, d'aide, il s'entend sur l'ensemble des dépenses. Il n'est pas forcément fléché vers tel ou tel poste. Il faut raisonner en global, mais bien évidemment, vous ne pourrez pas avoir une facture que de la moitié du montant ou de ne payer que la moitié du montant pour pouvoir justifier ensuite. Donc, j'espère que ça répond à la question. Oui, n'hésitez pas à la reposer si la réponse n'est pas ce que vous attendez. Je pense qu'on arrive au bout des questions. Je pense que j'en ai pas oublié. On les a pris toutes dans l'ordre. Merci beaucoup pour ces précisions-là. J'en vois juste une dernière. Désolé, Soumaya. Je voyais Antoine Campagne, vous demandiez s'il y avait une présentation de tous les grands lieux d'innovation. Ah oui, c'est vrai. Oui, celle-là, je l'ai notée sur vous. Non, mais avec plaisir pour échanger. Je pense qu'aussi, si j'ai bien compris, sur les sujets santé, Medicine, à l'inverse, a la bonne vision de ceux qui ont été financés, donc ils peuvent aussi vous réorienter. Et côté APHP, on connaît bien l'APHP et on a soutenu effectivement quelques grands lieux chez eux. Ouais. Et je vois aussi, alors peut-être pas dans la section questions, mais plutôt dans le chat, des questions de Gaëtan Chénaud. Oui. Donc, la question porte sur la valorisation d'une techno qui est pas encore très mature, si je comprends bien. Est-ce que c'est envisageable de faire un travail de pousser la R&D dans le cadre d'un sésame filière ou un grand lieu d'innovation? Alors, si c'est une petite partie du projet adossée à quelque chose des technos qui, enfin, en tout cas, à une réponse plus globale aux besoins de la filière, oui, on peut avoir cette partie RDI. Après, il faut quand même, finalement, ce qui compte, c'est vraiment le besoin des acteurs de la filière. En général, on n'a pas la réponse clé en main, et c'est pour ça aussi qu'on finance ce type de projet pour que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche puissent aider à y répondre. Donc, pas de solution clé en main, des choses à développer, mais là, on n'est pas dans la logique de maturation ou de prématuration d'un projet. Alors là, en plus, je pense que je vois que la question est spécifique pour une entreprise. Donc, voilà, en tout cas, ça rentre pas exactement dans le scope de l'appel Sésame filière. Pour Lucas, pour GLI. Ouais, sur GLI, c'est à voir un peu au cas par cas, j'ai envie de dire. Ça, sincèrement, c'est à voir, ouais. Parce que finalement, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur les typologies de projets prioritaires sur Sésame, outre là le type de porteur qui est moins celui visé, c'est de dire que, enfin, dans ce qu'on entend par une technologie qui soit transformante et vraiment de rupture pour la filière, l'ambition est assez haute derrière, donc pas toujours évidente à atteindre. Oui. Bon, après, n'hésitez pas, si vous avez des propositions de projets assez précises, je pense vous contacter Magdalena et Lucas et faire évaluer aussi l'éligibilité de votre proposition pour l'un ou l'autre appel à projet. C'est toujours mieux de comprendre un peu plus dans les détails ce que vous souhaitez faire et comment. Merci beaucoup. Alors peut-être, désolée, juste une toute dernière question.
de la même personne. Est-il possible de monter un dossier si la structure qui porte est une association loi 1901? Effectivement, en tout cas pour ces âmes filières, c'est possible. Après, modulo toujours cette implication des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche dans la gouvernance et dans le financement. Voilà, c'est simplement finalement un statut juridique. Et après, derrière, ce qui va compter au-delà, ça va être cette implication. Très bien. Merci. Merci Magdalena. Vous avez les contacts donc de Lucas Verdon et Magdalena Coty, vous pouvez les contacter. Avant de se quitter, la région organise vendredi prochain, 14 mars, un webinaire sur l'Innov'Up Leader PIA. C'est une autre équipe qui va l'animer. On vous a mis le lien dans le chat, vous pouvez vous inscrire. C'est un autre appel à projet pour faire aussi de l'innovation et de la R&D, donc mais avec voilà des modalités différentes. N'hésitez pas à vous inscrire pour ce webinaire-là et on vous donne rendez-vous bientôt, chaque pôle, pour les rendez-vous réguliers toute l'année, des présentations des appels à projets. Merci à tous pour vos interventions et votre participation ce matin. Merci Soumaya et merci. Merci au pôle de compétitivité de nous avoir donné cette occasion d'échanger avec vous sur ces appels et à votre disposition. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.